Bonsoir à tous. En ce vendredi 13, j'ai prévu de vous raconter 3 histoires vraies, 3 descentes aux enfers. Tout a commencé par une simple planche. Mais ce que la Ouija a réveillé, personne n'aurait pu l'arrêter. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. L'histoire se déroule en Espagne, à Madrid, dans le quartier populaire de Vallecas. Nous sommes au tout début des années 1990. Estefania Gutiérrez Lázaro est une adolescente de 16 ans, brune, souriante, très proche de sa famille. Elle vit avec ses parents et ses frères et sœurs dans un appartement modeste, comme beaucoup de jeunes de la classe moyenne espagnole. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Estefania était une fille tout ce qu'il y a de plus normal. Elle aimait sortir avec ses amis, écouter de la musique, plaisanter avec ses sœurs. Elle n'avait pas de troubles mentaux, pas de dépendance, aucun passif inquiétant. Mais un jour, tout a basculé. Un après-midi, au lycée, Estefania propose à 2 amis de participer à une séance de spiritisme avec une planche de Ouija. L'objectif ? Contacter l'ex-petite amie décédée d'une des filles. La séance a lieu en cachette, dans une salle vide du lycée. Elles posent leurs doigts sur un verre retourné, au-dessus d'un cercle de lettres. Rapidement, le verre commence à bouger. L'ambiance devient pesante. Mais soudain, un professeur entre et les interrompt violemment. Il aurait, selon plusieurs récits, brisé la planche en 2, ou simplement jeter violemment le verre. À ce moment précis, un épais nuage de fumée noire serait sorti du verre brisé, remontant comme une colonne avant de pénétrer dans la bouche d'Estefania. Les autres adolescentes, choquées, sont persuadées qu'il s'est passé quelque chose. Mais Estefania, elle, ne se sent pas bien dès ce jour-là. Au début, les choses semblent floues. Fatigue, maux de tête, irritabilité. Mais très vite, les choses s'aggravent. Estefania commence à avoir des absences de plusieurs minutes où elle fixe un point sans bouger. Puis viennent les crises où elle convulse, hurle, parle avec une voix qui n'est pas la sienne. La nuit, elle dit voir des ombres dans sa chambre. Elle entend des murmures, des rires rauques et parfois, elle sent une pression sur sa poitrine, comme si quelqu'un était assis sur elle. Sa famille commence à s'inquiéter. Les parents l'emmènent chez plusieurs médecins, mais aucun diagnostic clair n'est posé. Les examens ne montrent rien d'anormal. Les crises deviennent plus violentes. Estefania se met à griffer les murs. Elle pleure sans raison. Elle dit que quelque chose veut la tuer. Un jour, en pleine crise, elle hurle à ses parents. « Il y a 3 silhouettes qui m'attendent. Elles sont noires. Je ne peux pas bouger. » Puis elle se met à rire, un rire glacial qui n'a rien d'humain. Pendant près de 6 mois, Estefania va sombrer dans une sorte de folie progressive. Mais elle a des moments de lucidité. Parfois, elle redevient elle-même, sourit, tente de reprendre une vie normale, mais les choses reviennent toujours. Le 13 juillet 1991, Estefania meurt subitement dans sa chambre, dans les bras de ses parents. Son corps a tremblé une dernière fois, ses yeux se sont retournés et son souffle s'est coupé. Elle avait seulement 16 ans. L'autopsie ne donne aucune cause précise de décès, aucune lésion, aucun traumatisme. Les médecins parlent d'arrêt respiratoire brutal d'origine inconnue. C'est tout. Mais pour la famille, ce n'est pas fini. Après la mort d'Estefania, la famille commence à vivre l'enfer dans leur propre appartement. Des objets tombent sans explication. Les photos d'Estefania sont brûlées depuis l'intérieur, sans trace d'incendie autour. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des voix sont entendues dans les murs. La croix au-dessus du lit se retourne toute seule. Une nuit, le père voit une ombre sans visage traverser le couloir. Les parents appellent un prêtre, puis la police. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Le rapport de police
daté de novembre 1992, mentionne des phénomènes anormaux constatés par les agents eux-mêmes. Il déclare avoir vu des portes se fermer violemment, un placard s'ouvrir seul, et note des marques sur les murs et des objets projetés au sol. Les policiers repartent pâles et choqués, affirmant qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Aujourd'hui encore, l'affaire Estefania est considérée comme l'un des cas paranormaux les plus sérieux d'Espagne. Elle a inspiré plusieurs émissions, enquêtes et même un film d'horreur, Verónica, réalisé par Paco Plaza en 2017, bien que le film prenne des libertés. Mais dans les archives espagnoles, cette affaire est unique, car elle est appuyée par un rapport de police officiel décrivant des phénomènes inexpliqués dans un appartement habité par une famille en deuil. Le mystère d'Estefania reste entier. Était-elle victime d'un trouble neurologique encore mal connu, d'une psychose collective ou d'une entité qui l'a suivie après cette séance interdite? Chacun se fera son idée, mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire, elle, est bien réelle, et elle continue de hanter les esprits. Si vous avez aimé cette première histoire, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Ça soutient la chaîne, et maintenant, passons à la seconde histoire. Au début du XXe siècle, l'Angleterre est traversée par un intérêt grandissant pour le spiritisme. Après la Première Guerre mondiale, des milliers de familles cherchent à entrer en contact avec leurs morts. Parmi les nombreux médiums qui se font connaître, une femme attire particulièrement l'attention. Estelle Robert. Elle est calme, élégante, respectée et surtout incroyablement convaincante. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son destin va se lier à jamais à une session de Ouija qui va tout faire basculer. Estelle Robert est née à Londres en 1889. Dès l'enfance, elle prétend entendre des voix que les autres ne perçoivent pas. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte, après la mort de son mari pendant la guerre, qu'elle se tourne pleinement vers le spiritisme. Elle commence par fréquenter des cercles de médiums, puis donne elle-même des conférences publiques. En 1927, elle devient célèbre dans tout le Royaume-Uni après avoir affirmé être en contact régulier avec un esprit qu'elle nomme Red Cloud, un soi-disant ancien chef amérindien. Elle dit que c'est lui qui lui donne la capacité de voir au-delà. Beaucoup de sceptiques crient à la supercherie, mais les foules se déplacent en masse pour l'écouter, car les révélations qu'elle fait sont parfois troublantes de justesse. En 1931, lors d'un voyage dans la campagne galloise, Estelle est invitée par une aristocrate, Lady Margaret Lytton, à organiser une session de Ouija dans son manoir. Estelle est réticente. Elle dit que ce type de communication est instable et dangereux. Mais Margaret insiste. Elle veut tenter de contacter son frère, mort jeune dans des circonstances floues. La séance se déroule dans une pièce fermée, avec 6 personnes présentes. Dès le début, la planche s'agite. Une présence se manifeste. Mais ce n'est pas le frère de Lady Margaret. Le curseur écrit un nom inconnu de tous. Abraham Tilworth. Puis, les messages deviennent plus inquiétants. « Je suis pris au piège. Je ne dors jamais. Je suis dans la maison. » Tout le monde panique. L'une des invitées tombe dans les pommes. Estelle, blême, interrompt immédiatement la séance. Elle dit que ce n'était pas un esprit humain, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui a profité de la séance pour s'infiltrer. Dans les semaines qui suivent, Lady Margaret se plaint de phénomènes étranges dans son manoir. Des voix la réveillent la nuit, des objets se déplacent, son chien refuse d'entrer dans certaines pièces. Elle contacte Estelle plusieurs fois pour organiser un nettoyage, mais la médium refuse catégoriquement. Elle dit que la chose invoquée ne veut pas partir. 1 mois plus tard, Lady Margaret est retrouvée morte dans son lit, d'une crise cardiaque. Mais selon le médecin, son visage portait une expression de terreur absolue,
comme si elle avait vu quelque chose d'insupportable avant de mourir. Le manoir est alors vendu. Les nouveaux propriétaires, une famille avec 2 enfants, ne restent que 6 mois. Eux aussi rapportent des bruits, des objets qui volent, et même, selon leur fille cadette, la vision d'un homme qui souriait sans jamais cligner des yeux. Estelle enquête en secret. Elle fouille les archives locales, et ce qu'elle découvre est glaçant. Un certain Abraham Tilworth a bien vécu à cet endroit, au XIXe siècle. C'était un prédicateur fanatique, accusé de violence envers sa propre famille. On raconte qu'il s'était enfermé dans sa cave, persuadé d'avoir été choisi par Dieu. Quand on est venu le chercher, il avait gravé des symboles étranges partout sur les murs et semblait être devenu complètement fou. Il est mort dans la maison, seul, et depuis, des rumeurs circulaient sur des apparitions, des bruits, des disparitions de chats et de chiens, mais personne n'avait fait le lien jusqu'à la séance de Ouija. Après cet épisode, Estelle Robert ne fera plus jamais usage d'une planche de Ouija. Elle continuera à pratiquer le spiritisme, mais refusera systématiquement toute séance qui implique un contact avec des esprits inconnus via un support. À la fin de sa vie, elle écrira sa mémoire, mais omettant complètement l'épisode de Lady Margaret et de Tilworth. Pourquoi ? Par peur ? Par culpabilité ? Ou parce qu'elle savait que cette histoire dépasserait tout ce qu'elle avait connu jusque-là ? L'histoire des Defeo est connue pour avoir inspiré les livres et les films d'Amityville. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant la tragédie, bien avant les récits de possession et les spéculations sur la maison hantée, une planche de Ouija était déjà entrée dans leur vie, et peut-être même dans leurs esprits. En 1965, la famille Defeo s'installe au 112 Ocean Avenue, à Amityville, dans l'État de New York. Ronald Defeo Sr., sa femme Louise, leurs 2 filles, Dawn et Allison, leurs 2 jeunes garçons, Mark et John Matthew, et leur fils aîné, Ronald Jr., surnommé Butch, forment une famille typique en apparence. Mais la maison est grande, et derrière ces murs blancs, tout n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Ronald Sr. est autoritaire, dur, parfois violent. Butch, lui, est instable. Il consomme des drogues, a des crises de rage, s'enferme de longues heures dans le sous-sol. Louise, elle, semble parfois perdue dans ses pensées. Et un jour, lors d'un dîner entre voisins, elle parle sans filtre de messages étranges reçus d'un esprit via une planche. La rumeur naît, discrète mais persistante. Les Defeo auraient commencé à jouer avec une planche de Ouija. C'est Louise qui, la première, aurait amené la planche chez eux. Selon une ancienne amie de la famille, elle l'aurait achetée pour faire rire les enfants, comme un jeu amusant d'Halloween. Mais le jeu devient vite une habitude. Chaque soir, dans la pénombre du salon, Butch, Dawn, Allison et même parfois Ronald Sr. se retrouvent autour de la planche. Ils posent des questions, des réponses viennent. Au début, ce sont des phrases simples, des mots doux, des allusions à des proches disparus. Puis au fil des jours, les messages se font plus sombres. Un esprit se présente comme Cracus. Il dit qu'il vit dans les murs. Il dit que la maison est bâtie sur une ancienne terre maudite. Il dit que Butch est le seul à l'écouter. Peu à peu, Butch devient de plus en plus fasciné par cette entité. Il commence à parler tout seul. Il affirme que Cracus lui donne des ordres. Un jour, il dit à un ami « Il me parle la nuit. Il me dit qu'ils doivent partir. Tous !» Son comportement devient erratique. Il s'isole, il refuse de dormir. Il dort parfois dans la cave, la planche posée sur ses genoux, les yeux fixes. La famille pense à une crise de schizophrénie ou à un effet de la drogue. Mais certains voisins disent avoir entendu des cris étranges, des bruits sourds, des coups dans les murs, toujours à la même heure, autour de 3h15 du matin, et toujours dans cette maison.
Ce matin-là, Butch entre dans un bar du quartier, l'air paniqué. Il hurle « Ma famille a été tuée !» La police découvre les corps de ses parents, de ses 2 sœurs et de ses 2 frères, tous tués par balle dans leur lit. Aucun d'eux ne semble avoir bougé ou résisté. L'arme utilisée, un fusil Marlin 35 appartenant à Butch. Rapidement, l'enquête se tourne vers lui et très vite, il avoue. Mais ce qui trouble les enquêteurs, c'est son comportement. Froid, déconnecté, détaché. Butch dira alors « Ce n'est pas moi, c'est lui, Cracus, il me l'a dit ». Lors de son procès, la question de la santé mentale de Butch est soulevée. Les experts psychiatres parlent de paranoïa, de troubles de la personnalité, mais jamais on ne mentionne les séances de Ouija. Le sujet est tabou. Louise, la mère, aurait tenu un journal intime mentionnant la planche, mais celui-ci a disparu. Un policier dira hors micro qu'il l'avait lu et qu'il contenait des phrases glaçantes comme « La planche m'a dit que nous devions tous partir avant la lune noire ». Le 112 Ocean Avenue sera ensuite vendu à la famille Lutz. Et c'est là que commence l'histoire connue d'Amityville. Mais pour certains chercheurs, le mal était déjà là bien avant, et il aurait parlé à travers une planche. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas de simples récits destinés à faire peur. Ce sont des faits vécus, rapportés par ceux qui ont eu le malheur de jouer avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Des familles brisées, des vies bouleversées, des phénomènes que même la science peine à expliquer. La planche de Ouija fascine autant qu'elle terrifie. Et si elle n'est qu'un jeu, pourquoi tant d'histoires se terminent-elles mal? Derrière chaque anecdote, il y a une réalité, un avertissement, une ligne que certains ont franchie et qu'ils ont peut-être payé trop cher. Si cette vidéo vous a glacé le sang, si elle fait naître en vous ce doute, ce frisson, alors abonnez-vous. Car ici, 2 fois par semaine, nous plongeons ensemble dans des faits réels qui dépassent parfois la fiction. Et surtout, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que cette chose, elle, ne croit pas en vous. À bientôt.